Bonjour Valérie. Peut-être commencer par un mot plus personnel sur ce que tu incarnes à mes yeux. D'abord, je pense que tu incarnes la volonté de gagner, la victoire, la volonté de faire. Et vous savez, ça me rappelle cette plaisanterie dans les années 80 au football. On disait le football, ça se joue à 11 et à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Et là, la politique, ça se joue avec des milliers d'électeurs, quelquefois des centaines de milliers, quelquefois des millions. Et à la fin, c'est toujours Valérie Pécresse qui gagne. Alors, tu incarnes évidemment cette volonté de faire, notamment la réforme des universités. Moi, j'étais à l'époque conseiller régional et elle paraissait impossible, cette réforme et cette autonomie des universités, et tu l'as conduit. Et puis, bien sûr, il y a la dimension chiracienne. Et la dimension chiracienne, c'est d'ailleurs pour moi, je trouve, l'une des plus belles campagnes électorales aux élections présidentielles, c'est celle de 95 sur la fracture sociale. Et 27 ans après, à nouveau, notre pays est extrêmement fracturé. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pas tout à fait à parité, d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, nous sommes tendus sur cette question des nouvelles solidarités, parce que nous pensons que notre pays a besoin d'être apaisé. Tu parlais de cette troisième voie. On a un président de la République qui joue avec les tensions, qui oppose les populismes, les contradictions de notre société, qui joue avec ça comme un enfant avec des allumettes. Et donc, il faut tourner le dos à ça et faire en sorte que notre société soit apaisée. Et par rapport à cet apaisement, il y a la nécessité d'envisager les nouvelles solidarités. Moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question de la politique familiale, de refonder la politique familiale. J'ai d'ailleurs, au nom du groupe UC, présidé par Hervé Marseille et avec tous les amis qui sont là, déposé une PPL pour revenir sur l'universalité des allocations familiales, de faire en sorte qu'on revienne en arrière, qu'on plutôt aille vers l'avant et qu'on en finisse avec ces modulations en matière de politique familiale. Qu'on aborde aussi, j'ai lu ce que tu proposais et donc on est impatient de t'écouter, comment aussi on arrive à faire en sorte de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, la question du congé parental, la question de l'aide pour les parents du premier enfant, du deuxième enfant. Enfin, je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. Je m'arrête là parce qu'on est 4 et donc on ne va pas prendre tout le temps de parole. Mais voilà, ça nous tient ici à l'UDI, cette question. Moi, je n'ai pas peur de m'inscrire dans la filiation de la doctrine sociale de l'Église. Ici, à l'UDI, c'est une des composantes de l'UDF autrefois et de l'UDI. Et cette politique familiale, elle nous tient énormément à cœur. Je vous remercie. Chère Valérie, laisse-moi d'abord te dire toute la joie que j'ai à te voir ici parmi nous aujourd'hui. L'UDI a pour socle des démocrates chrétiens, des radicaux. Nous sommes une grande famille très libre dans ses idées et en même temps qui se reconnaît sur un socle et des items profonds. L'égalité des chances en fait partie. L'égalité des chances, l'égalité n'est pas nature, on le sait bien. L'égalité des chances, c'est la possibilité pour chacun de pouvoir accéder. C'est la possibilité pour les enfants d'avoir une éducation, on en a parlé à l'instant. C'est la possibilité d'avoir un accès au sport, à la culture, d'avoir un cadre de vie qui soit décent. Jean-Louis Borloo, le fondateur de notre parti, avait initié la rénovation urbaine. Et depuis 2018, la rénovation urbaine est totalement en panne. Il disait lui-même, la bureaucratie a pris progressivement le pas sur le projet. Je vois par exemple sur Aix-en-Provence, que tu connais bien, et qui est une commune plutôt prospère, nous avons quand même 17% de personnes
qui vivent au niveau des seuils de pauvreté. Nous avons réussi avec bonheur, Maryse les a menés vraiment avec beaucoup d'énergie, 2 programmes de rénovation urbaine sur 2 quartiers très difficiles qui ont réussi admirablement. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler donc pour un 3e programme de rénovation urbaine qui a quand même pris presque 5 ans de retard. La bureaucratie est telle que l'on va annoncer aux habitants qu'ils vont aller loger ailleurs, que leurs immeubles vont être démolis. Les gens s'inquiètent, bien évidemment. On fait des réunions publiques. Les permis ne peuvent pas encore être déposés. Tout est bloqué. Alors aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui pensent que si l'on veut réduire la fracture sociale, la fracture numérique, la fracture culturelle, nous avons besoin d'offrir à la population, effectivement, un cadre de vie qui soit un cadre de vie concerté avec elle, qu'elle puisse s'approprier, qui soit décent et ouvert sur la ville. À cela s'ajoute donc la question, bien sûr, quel est ton engagement par rapport à l'agence de rénovation urbaine, par rapport aussi à France Logement, mais en même temps, quelle va être la place de la commune dans ton programme au niveau justement du traitement de ses habitants? Nous voyons des normes parfois d'intercommunalité, je ne digresserai pas, ce n'est pas le lieu sur la métropole Aix-Marseille-Provence, ce n'est pas mathématique surtout, mais néanmoins, la commune est écartée de nombre de problématiques qui touchent au plus profond de ses habitants. Et hier, nous avons pu travailler en concertation totale avec eux. Aujourd'hui, ce n'est plus la commune qui a la compétence. Et demain, qu'en sera-t-il de son rôle auprès des habitants, justement dans des programmes aussi difficiles? Merci Valérie. Alors Olivier, sur la politique familiale, moi je suis comme toi très inquiète. On a laissé détricoter depuis 10 ans la politique familiale par François Hollande et Emmanuel Macron. Oui, je rappelle, parce que le président de la République n'aime pas qu'on lui rappelle qu'il était conseiller de François Hollande économique et qu'il a ensuite été son ministre de l'économie. Donc ça fait 10 ans qu'il mène une politique qu'il approuve. C'est quand même important de le dire. Donc depuis 10 ans, on a laissé la politique familiale devenir une politique exclusivement sociale. Moyennant quoi, les classes moyennes font moins d'enfants. On est aujourd'hui avec 10% d'enfants de naissance en moins qu'il y a 10 ans. 10% de naissance. Ça veut dire qu'on ne renouvelle plus les générations. Et c'est très grave, parce que si au niveau de la planète, il faut veiller à ce que la natalité ne soit pas trop importante pour préserver les ressources naturelles, au niveau d'un pays, le renouvellement des générations est la condition du dynamisme ou du déclin. Ce n'est pas un hasard si les Allemands boostent leur politique familiale, les Espagnols, les Chinois, etc. On a besoin d'une jeunesse et on a besoin de renouveler les générations. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on revienne à une politique d'allocation familiale universelle. Et je vais même aller plus loin, je suis favorable à ce que cela se fasse dès le premier enfant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes couples, notamment des jeunes femmes, qui se disent mal logement, on en parlera avec toi Sophie, mal logement, pouvoir d'achat, vie au travail. Elles se disent, comment est-ce qu'on va tout concilier? Donc, on voit remonter inexorablement l'âge de la première maternité. C'est évident que si c'est trop loin après 30 ans, il n'y aura plus de familles nombreuses. Donc, il faut une aide dès le premier enfant. Dans notre génération, dans ma génération, quand on devenait parent, on avait ce pouvoir d'achat qui s'améliorait. Aujourd'hui, c'est évidemment pas le cas. Donc oui à l'universalité, oui aux allocations de politique familiale, oui à une politique résolue de garde d'enfants. J'ai parlé de services publics de garde d'enfants en milieu rural, parce qu'on sait bien qu'en milieu rural, c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut aussi qu'on travaille beaucoup sur l'emploi de services à la personne. Jean-Louis Borloo, votre président fondateur, avait dit qu'il y avait un vivier de 500 000 emplois à créer dans les services à la personne. Le problème, c'est qu'il faut assumer. Quand j'étais ministre du Budget, j'ai assumé la défiscalisation de ces emplois de service. Pourquoi ? Parce que si on les défiscalise, les employeurs les déclareront à 100%. Et il faut protéger les salariés de ces emplois de service. Et c'est les emplois non délocalisables, c'est les emplois locaux, c'est les emplois écologiques, et c'est les emplois qui permettent l'émancipation des femmes au travail. Et c'est sur ces emplois qu'on va s'appuyer pour le soutien à nos aînés et le maintien à domicile de nos aînés. Donc moi, je suis favorable aussi à ce qu'on augmente les plafonds de défiscalisation pour ces emplois de service à la personne.
Enfin, je suis pour la déconjugalisation de l'AAH. Et je suis aussi pour qu'on ait une attention toute particulière aux femmes. Vous savez, famille monoparentale, comme on dit pudiquement, c'est 93% des femmes, mamans solo. Aujourd'hui, les pensions alimentaires de ces mamans solo qui sont versées pour l'éducation des enfants sont fiscalisées. Ça veut dire que la femme peut perdre sa prime d'activité, ses aides au logement, ses bourses. Donc, je mettrai fin à cette inégalité. Elles sont défiscalisées pour les pères, elles doivent être aussi défiscalisées pour les mamans, parce que si le couple était toujours formé, cet argent de l'éducation des enfants ne serait pas fiscalisé du tout. Et le problème, c'est qu'on sait bien qu'un couple séparé, c'est 20% de coût de la vie en plus. Donc là-dessus, il y a la question du veuvage. Moi, je suis très sensible au problème des femmes qui n'ont pas eu de carrière complète. Et donc je pense qu'il faut pour ces femmes-là, il faut qu'on fasse passer la reversion de 54% à 75% dans le cadre de la réforme des retraites que je propose, qui est une réforme courageuse, puisque je dis qu'il va falloir aller jusqu'à 65 ans, comme dans les pays qui nous entourent. Je sais que c'est dur à entendre, ce sera dur, mais c'est évidemment pas pour les Français qui sont usés par le travail. Mais pourquoi faire ça? Et pour pouvoir permettre que les petites retraites aussi soient revalorisées au niveau du SMIC net et permettre cette aide aux veuves. Alors sur l'égalité des chances et les quartiers, il nous faut un plan en 10 ans d'éradication des quartiers ghettos. Voilà. Il faut donner une dynamique, un booster complet à la politique de la rénovation urbaine, avec un principe simple. Pas plus de 30% de logement très social dans un quartier. Pas plus de 30%. Il faut refaire village, il faut remettre de la mixité sociale réelle. Le vrai problème de l'ANRU, et on le connaît, c'est qu'on a effectivement rénové les bâtiments, mais que parfois, dans certaines villes, on n'a pas fait l'effort de ramener les classes moyennes dans le quartier. Et on a laissé la détresse sociale derrière les façades neuves. Donc il faut une vraie politique avec une stratégie de peuplement et refaire village, refaire ville, remettre des classes moyennes dans chaque quartier. Et c'est comme ça qu'on arrivera à donner vie au plan banlieue que Jean-Louis voulait mettre en œuvre. Et là aussi, moi j'ai très très mal vécu. D'ailleurs, ça a été presque à la racine de ma volonté de devenir présidente de la République. C'est quand le président de la République a jeté à la poubelle le plan Borloo-banlieue, en disant c'est pas à deux mâles blancs de résoudre le problème de la banlieue. Il a racialisé la question des banlieues, il a délégitimé un certain nombre de nos maires qui pourtant font un travail exceptionnel dans les banlieues. Et moi, je me suis dit c'est pas possible. Ils ne voient pas le risque que nous avons à avoir dans ces quartiers une zone d'enfermement social. Et moi, je n'accepte pas. Ma France, c'est pas une France de l'immobilité sociale. Ma France, c'est pas une France où, quand on est fils d'ouvrier, on ne deviendra jamais cadre. Ma France, c'est une France qui intègre. Ma France, c'est une France qui assimile. Ma France, c'est une France qui donne l'amour de la France. Et pour rebondir... Et pour rebondir sur la politique de la ville, nous avons Brigitte Fourré, le maire d'Amiens, en duplex, avant les deux dernières questions. Oui. Bonjour, je souhaiterais connaître votre position sur les questions de politique de la ville, précisément. Comme vous le savez, l'UDI est le parti de Jean-Louis Borloo, qui a été à l'initiative de nombreuses actions en ce domaine. Dans ma ville, à Amiens, nous avons 6 quartiers en politique de la ville. C'est vous dire à quel point, évidemment, je suis sensible à ces questions qui emmènent sur des sujets de citoyenneté, d'égalité, de discrimination positive. Donc, quelle est précisément votre position sur ces sujets et que comptez-vous faire si vous êtes élu? Alors, on en a un petit peu parlé dans les questions précédentes, mais je m'aperçois que je n'ai pas complètement répondu à la question de Sophie Joissin qui disait mais quel rôle les maires vont avoir? Et donc ça me permet, avec la question de Brigitte, d'y répondre. Je pense profondément que dans le cadre de la décentralisation, il faut rendre le pouvoir aux maires pour dessiner leur ville. Et ça, c'est très important parce que, vous savez, il y a une loi climat qui a été votée et qui demande le zéro artificialisation nette des sols sur toute la France. Et évidemment, les préfets font du zèle. Bon. Donc, on a sur un certain nombre de territoires communaux des terrains qui étaient constructibles qui ne vont plus l'être. Là, j'étais dans un département très rural.
des villes moyennes qui vont se retrouver avec 5 fois moins de terrain constructible. On ne peut pas résoudre le problème de la politique de la ville si on ne permet pas aux maires de redessiner leur ville. Et si on ne leur donne pas vraiment les moyens de le faire, y compris les moyens pour l'accompagnement social, y compris l'accompagnement périscolaire, comme on parle, Brigitte. Moi, je pense que le ZAN, et je peux en parler, le zéro artificialisation nette, je peux en parler d'autant mieux que moi, je l'ai fait en Île-de-France. Nous l'avons imposé dans tous nos documents urbanisme parce que nous devons, en Île-de-France, face à la pression immobilière, préserver nos espaces agricoles et nos forêts. Donc oui aux ZAN dans les régions qui sont les régions les plus construites, mais non aux ZAN qui s'imposent à tous les maires, notamment dans les villes moyennes. Parce que si on veut reconstruire des quartiers, il faudra les reconstruire. Et j'ajoute qu'il faut que les jeunes couples, les Français qui vivent avec le mal logement, puissent se loger décemment. Et moi, je veux construire plus, pas moins. Voilà. Mais construire mieux, évidemment, et essayer de protéger au plus la nature. Mais on peut aussi débétonner la ville. Parce que dans la politique de la ville, il y a toute une logique aussi où il faut casser les dalles de béton et les remplacer par des espaces verts, remettre de la nature en ville, revégétaliser, etc. Mais pour répondre à Brigitte, évidemment, moi, l'égalité des chances sera au cœur de ma politique. Très bien. Alors, bienvenue, chère Valérie. On va poursuivre avec l'égalité et te dire, chère Valérie, que l'UDI, évidemment, n'a pas attendu la grande cause du quinquennat pour s'emparer de cette thématique. Nous avons une institution qui est Femmes au centre et présidée par Martine Ollier et qui se préoccupe de l'égalité. Alors oui, Emmanuel Macron a décrété la grande cause du quinquennat et on peut lui reconnaître, saluer cette initiative, en réalité, qui a eu le mérite de déclencher un électrochoc et toute la société s'est rendue compte de la nécessité de s'emparer du sujet, de la nécessité de combattre les violences faites aux femmes et de la nécessité de combattre les inégalités. On est tous d'accord là-dessus, sauf que les moyens n'ont pas été à la hauteur de ce rendez-vous. Et on va citer un chiffre. En 2017, il y avait 123 féminicides. En 2021, il y en a 113. Alors, les problèmes ont été exposés, mais en réalité, les problèmes n'ont pas été abrogés. Je vais vous citer quelques problèmes. La loi abolitionniste de la prostitution, elle n'est pas appliquée, faute de volonté politique. Nous avons également adopté des dispositifs comme le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grave danger. Ils ne sont pas ou peu alloués. Les associations qui sont en première ligne souffrent toujours d'un déficit de moyens. Les places d'hébergement, elles sont en nombre insuffisante ou parfois même inadaptées. Les inégalités salariales persistent. 30% des femmes occupent des emplois à temps partiel et en gros, il y a une différence d'écart de salaire de 23%. L'accès aux soins qui est une préoccupation pour tous les élus des territoires, 13 départements ne sont pas dotés de gynécologues médicaux, 77 départements ont une moyenne de gynécologues médicaux inférieure à 3,7 pour 100 000 femmes en âge de consulter, ce qui veut dire évidemment un accès difficile, des dépistages tardifs ou impossibles et l'information également impossible. 130 centres pratiquant des IVG ont fermé au cours des 15 dernières années. Le nombre de maternités a été divisé par 3 en 40 ans. Alors non, Monsieur Macron, agir pour les femmes, ce n'est pas allonger le délai de 12 à 14 semaines, c'est assurer les femmes d'un accès au centre IVG dans leur territoire. Et puis, agir aussi, Monsieur Macron, c'est imposer un seuil d'âge. Et je souhaite dire aujourd'hui que ce seuil d'âge, il a été imposé en 2021 dans la loi grâce au groupe Union Centriste. Je salue le courage du président Hervé Marseille qui a eu le courage d'inscrire une proposition de loi UDI à l'automne 2020, alors que pas une personne pariait sur la possibilité d'inscrire ce seuil d'âge dans la loi. La loi est passée, elle a été promulguée le 21 avril 2021, c'était une loi UDI. Alors,
une fois qu'on a dressé ce tableau, qui n'est quand même pas à la hauteur de la grande cause du quinquennat, moi je voudrais vous faire quelques propositions sur cette thématique de l'égalité et des droits des femmes. Alors d'abord, la première, il y en a 10. La première, c'est l'application de la loi de 2016 avec, dans tous les départements, une commission ad hoc en charge de lutter contre la prostitution. La deuxième, c'est forcément la formation. La formation de tous les personnels, que ce soit la police, la gendarmerie, tous les personnels qui sont en charge de l'accompagnement des victimes. Et puis également la création d'un parquet spécialisé, comme ça a été fait en Espagne. Cela a démontré la capacité pour l'Espagne pour pouvoir lutter. Pour les associations, pitié, arrêtons de lancer des appels à projets. Les associations n'ont pas la capacité de mettre en œuvre les dossiers pour pouvoir répondre à ces appels à projets. Et donc, il faut absolument pérenniser les moyens de ces associations qui sont en première ligne. La cinquième proposition, il faut développer la mise en place de centres périnataux de proximité et la médecine itinérante pour toutes ces femmes qui n'ont pas accès. Sixième proposition, doter tous les départements de maisons de confiance et de protection des familles. Ensuite, bien entendu, développer des lieux pour les associations et d'aide aux victimes sur tout le territoire. Alors, lorsque ce n'est pas possible, qu'elles n'ont pas d'endroit, eh bien, on peut utiliser les maisons France Service, par exemple. Ensuite, les 3 heures d'éducation sexuelle, par an et par niveau, au collège et au lycée. Il ne faut pas que la pornographie soit la norme pour les jeunes générations en termes d'éducation sexuelle. C'est le cas aujourd'hui. La 9e, nous sommes à la 9e, nous avançons. Revoir les critères de l'index de l'égalité. Je sais, l'index de l'égalité, il est récent, mais on va pouvoir très vite l'améliorer, je pense, pour une meilleure égalité salariale. Et aussi contrôler son application, parce que c'est bien de voter les lois, mais c'est mieux quand elles sont appliquées et que si elles ne sont pas appliquées, qu'il y ait une sanction derrière. Ensuite, eh bien, nous avions la loi Copé-Zimmermann, il y a la loi Sauvadet. On ne peut pas demander aux entreprises dans le privé d'aller vers plus d'égalité et de ne pas se l'appliquer pour le public. Donc oui, revoir la loi Sauvadet. Et peut-être une petite 11e, eh bien, généraliser l'obligation de liste paritaire à toutes les communes, y compris les communes de moins de 1000 habitants. Alors, ce sont ici des propositions, chère Valérie, évidemment, qui n'attendent que d'être portées par toi. D'ailleurs, je voudrais vous dire à tous que le progrès aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir une femme candidate, parce que Hidalgo, Le Pen et Taubira, ce sont des femmes, mais elles ne s'inscrivent pas dans le progrès. Donc le progrès, c'est d'avoir une candidate, Valérie, avec un programme qui agit pour l'égalité. Je vous remercie. Oui, bonjour Valérie. Moi, je suis très heureuse de pouvoir aborder le thème du travail et de l'emploi aujourd'hui, parce que nous le savons tous à quel point le valeur travail est au centre de notre conception de la société. D'ailleurs, la droite, me semble-t-il, est très attendue sur ce sujet. On se souvient tous du slogan de Nicolas Sarkozy en 2007, « Travailler plus pour gagner plus ». Par contraste, on se souvient aussi des 35 heures de Martine Aubry qui minent encore aujourd'hui le travail dans notre société. Nous croyons fondamentalement à la valeur émancipatrice du travail. Nous croyons que chacun s'accomplit par le travail, se réalise en tant que personne, mais aussi en tant que citoyen par le travail. Si ces mots résonnent encore comme une évidence pour nous, malheureusement, le travail n'est pas toujours récompensé à sa juste valeur. En effet, pour certains, le travail ne paie pas, lorsqu'il ne permet pas de subvenir aux besoins les plus élémentaires, d'assumer les charges de sa famille ou d'envisager tout simplement d'en fonder une, bref, d'avoir des projets d'avenir. Il nous est également devenu tout à fait insupportable de constater que les minima sociaux sont presque aussi rémunérateurs qu'un salaire au niveau du SMIC. Cette injustice sociale a un impact doublement négatif sur l'économie et sur les dépenses de l'État, puisque c'est un frein au retour à l'emploi, alors que des centaines de milliers d'emplois restent non pourvus. Il nous faut donc aménager un système de sortie progressive des droits au chômage pour favoriser le retour à l'emploi et mettre fin à cette injustice qui lèse les travailleurs à bas revenus. On ne peut pas oublier ceux qui sont aussi privés d'emploi. Et là, je pense en particulier
aux jeunes et aux seniors, qui sont les deux catégories de Français les plus discriminées à l'embauche et les plus éloignées de l'emploi. Nous devons d'abord apporter une attention particulière à l'orientation professionnelle des jeunes, et je sais que nous partageons cette priorité. Nous devons combattre cette idée reçue que la voie professionnelle serait une voie empruntée par défaut. Nous devons rapprocher les entreprises de la formation. Et il nous appartient de déconstruire les préjugés, de valoriser l'apprentissage, de décloisonner la formation du monde de l'entreprise et de restaurer le prestige du métier du faire, F-A-I-R-E. La formation professionnelle est un enjeu essentiel. Le compte personnel de formation a connu un succès incontestable. 984 000 formations ont été suivies en 2020. C'est un outil. Mais ce gouvernement n'a pas jugé bon de financer les politiques de la formation professionnelle à la hauteur de l'enjeu, tel que France Compétences accuse déjà un déficit annuel de 3 milliards d'euros. Cette mauvaise gestion constitue une épée de Damoclès menaçant l'offre de formation de notre pays. Concernant le maintien des seniors dans l'emploi, ensuite, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement vu que j'ai présidé une mission d'information sur le sujet. Ce rapport a fait une trentaine de propositions. Je ne vais pas les citer les 30 aujourd'hui. Notre pays se caractérise par un faible taux d'emploi de ses travailleurs. Il s'est élevé à 53% en 2019 contre 60% pour la moyenne dans l'Union européenne. Alors que la sauvegarde de notre système de retraite commande que nous repoussions l'âge légal de départ à la retraite, nous en parlions tout de suite, il nous faut donc mieux accompagner la fin de carrière. Pour les travailleurs de plus de 50 ans, la formation est là aussi une exigence. Il conviendrait donc de stimuler l'usage du CPF pour ces travailleurs, pouvant se concrétiser par une hausse du plafond des droits ou pour un abondement du compte à l'âge de plus de 50 ans. En parallèle de la visite médicale de mi-carrière qui a été instaurée dans ce mandat, nous pourrions aussi créer un entretien professionnel renforcé qui permettrait de mieux préparer cette seconde partie de carrière. Les entreprises qui embauchent des travailleurs seniors devraient être valorisées aussi. Cela pourrait passer par la création d'un label spécifique ou encore un index pour les entreprises de plus de 500 salariés. Le nombre est encore d'ailleurs à affiner, dont les indicateurs comme le taux de formation, le taux d'emploi, la mobilité interne seraient donc rendus publics. Enfin, il nous appartient de valoriser la transmission du savoir-faire entre générations dans une même entreprise. Et sur ce sujet, je voudrais saluer le travail de notre collègue Michel Zumkeller, qui a travaillé d'ailleurs sur un projet de loi sur ce sujet. Pour conclure, je terminerai par dire que toutes ces politiques publiques, ces ambitions sont vaines si l'on ne procède pas à une réindustrialisation massive de notre pays. La relance économique opérée par le président de la République est bien présente avec une croissance soutenue. Néanmoins, la hausse de la consommation se tourne vers les biens produits à l'étranger et nous constatons avec effroi que le déficit de la balance commerciale a atteint un record dans notre pays. Finalement, l'endettement colossal de la France servirait pour une bonne part à se fournir dans des biens à l'étranger, de l'étranger même. Les exemples ne manquent pas. La crise sanitaire a révélé notre relégation en seconde ligne des nations industrielles, car nous n'avons pas été en capacité d'innover, de produire n'importe lequel des produits qui ont servi à la lutte contre la Covid, vaccins, matériel médical ou même les traitements. La soudaine démocratisation du télétravail a entraîné l'achat de matériel informatique pour les entreprises en grande proportion, et là encore, rien n'est produit en France. Même chose avec la construction automobile. Parmi les 10 voitures les plus vendues en France, une seule y est produite, la Toyota Yaris. Heureusement, à Valenciennes. Nous sommes convaincus que toute politique d'orientation vers l'emploi, la formation professionnelle ou l'intégration, enfin le marché du travail, doit être accompagnée, tirée, entraînée par une politique de réindustrialisation massive de notre pays. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. J'en pense que quand les députés et les sénatrices UDI bossent, ça rigole pas. Hein. Non, écoutez, c'est très intéressant et ça montre d'ailleurs à quel point la confrontation des idées va être très utile parce que je pense qu'on va pouvoir enrichir encore le programme avec toute une série de vos propositions. Parce que, alors, sur le sujet évidemment de l'égalité femmes-hommes, vous me trouverez totalement à vos côtés. Alors, sur les violences faites aux femmes, moi je souscris complètement à l'idée qu'il faut un parquet spécifique et il faut maintenant former
les personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique et qui prendront les plaintes. On a commencé à le faire en Île-de-France. C'est la région qui a été j'allais dire, appelée à venir faire l'audit des commissariats, parce qu'on avait un bras armé associatif qui connaissait bien toutes ces techniques. Donc, je crois que vraiment, sur les violences faites aux femmes, c'est fini. Voilà, c'est fini. Il y a une prise de conscience. Les ordonnances de protection doivent être prises dans le délai légal fixé par la loi de 6 jours. Le mieux, c'est dans les 24 ou les 48 heures. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai encore été voir les associations il y a quelques jours. Enfin, des situations mais ubuesques de drames absolus avec des mois d'attente. Et une justice qui est totalement noyée. Et une justice noyée, c'est une justice malheureusement dure pour les victimes, qui protège finalement les prédateurs. Donc il faut qu'on ait cette juridiction spécialisée, il faut qu'on ait cette possibilité. Sur la question de l'IVG, mais moi je partage totalement ce que vous avez dit, on est dans la fuite en avant des délais parce qu'en fait, on n'est pas capable de donner les moyens aux centres de fonctionner. Dans ma région, les centres, on a augmenté leurs moyens, on leur permet de fonctionner dans de bonnes conditions. S'ils ont besoin d'investissement, on les donne. On a financé la maison des femmes de Rada Hatem à Saint-Denis. Donc, on a aujourd'hui la possibilité de faire tout ça très bien. La fuite en avant législative en permanence sur les sujets de société, ça masque en réalité que les lois ne sont pas appliquées. Et ça, c'est un scandale. Et c'est un scandale pour les parlementaires aussi. Et on a le cas sur la fin de vie, on a le cas sur la fin de vie aussi. On a une loi qui a été votée et 50% des Français qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. Donc c'est un scandale. Donc aujourd'hui, il faut effectivement qu'on donne les moyens d'avoir cette liberté de choix pour les femmes. C'est très important. Moi d'ailleurs, je finance aussi les associations qui accueillent, parce que celle-là on n'en parle jamais, les jeunes filles à la rue, expulsées par leur famille parce qu'elles veulent garder leur bébé. Celle-là, on n'en parle pas. Hein. Le libre choix pour certains de nos amis de gauche ou de nos adversaires de gauche, le libre choix, c'est toujours dans un sens. Enfin, non, le libre choix, c'est le libre choix. Donc il faut protéger les jeunes femmes et s'assurer qu'elles choisissent librement. Et puis, bravo pour le seuil d'âge. Très important, les seuils d'âge. Et vraiment, c'était effectivement un combat à mener et l'UDI l'a gagné. Et moi, je trouve que c'est fantastique. Donc, je n'ai pas parlé des téléphones grand danger et des graves dangers et des bracelets anti-rapprochement. Il faut savoir que la région Île-de-France les finançait au démarrage. La justice les a repris, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas assez utilisés. Donc, bien sûr, il faudra faire ça. Et sur l'égalité salariale, il faut aller plus loin. Et il faut aller plus loin aussi dans la fonction publique, je suis tout à fait d'accord. Pas de raison qu'on impose des choses au privé, qu'on ne se les impose pas dans la fonction publique. C'est un comble. Mais dans la fonction publique, il faut savoir que l'égalité salariale n'est pas assurée. Moi, j'ai mis en place dans ma région un plan de rattrapage salarial au conseil régional. Pourquoi l'égalité salariale n'est pas vraiment assurée? C'est parce qu'il y a des ministères dans lesquels il y a des primes plus basses que d'autres. Et comme par hasard, les ministères sociaux, ministères éducatifs, etc., ont des primes plus basses que le ministère des Finances ou le ministère de l'Équipement ou le ministère de l'Industrie. Et donc, quand dans une collectivité locale, vous recrutez des fonctionnaires d'État, vous les recrutez avec leur salaire, vous faites la continuité salariale. Donc, ça m'amène des directeurs généraux adjoints à la région qui, sur le même poste, ou des directeurs qui, sur le même poste, ne sont pas payés pareil, parce qu'en fait, on reprend leur salaire de départ. Donc, vous voyez, donc je fais des plans de rattrapage salariaux à poste égal, salaire égal. Mais en fait, l'égalité salariale, pour l'instant, est un leurre dans la fonction publique. Et ça, il faut vraiment pouvoir le dénoncer parce que c'est important, tout autant que dans le privé. Alors, merci Annick, et il y a du boulot. On va pouvoir mettre tout ça en œuvre. Et puis, alors Valérie, elle a dit pratiquement tout, mais avec des idées qu'il faut qu'on puisse mettre pour enrichir le programme. Vous le savez, moi, mon objectif, c'est le travail paye. Et que le travail paye plus que l'assistance. Et c'est pour ça la mesure phare, c'est 10% de hausse des salaires en contrepartie d'une réforme des retraites, en contrepartie d'une réforme de l'assurance chômage qui instaure une vraie dégressivité pour tous ceux qui gagnent plus de 2 000 € et qui ont moins de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'emploi des seniors, c'est compliqué, et on sait que l'emploi non qualifié, c'est compliqué. Mais si on gagne 2 000 € et qu'on a moins de 50 ans, on est employable. Donc il faut qu'on retourne vers l'emploi. On n'a pas droit à ces 18 mois. 6 mois, puis de la dégressivité. Et puis, pareil, si on vous propose des postes pour lesquels vous êtes qualifié, on ne peut pas les refuser. Ce n'est pas possible.
Sinon, il faut qu'on ait de la dégressivité supplémentaire. Je crois que c'est très important. Parce que sinon, en fait, le système ne s'autorégule pas et il y a ce sentiment d'injustice de tous ceux qui se lèvent pour aller travailler. Moi, j'ai un vrai problème avec le contrat d'engagement qu'a mis en place Emmanuel Macron pour les jeunes. Parce que ce contrat, c'est un RSA jeune. Et si vous êtes jeune et que vous avez à choisir entre 500 € pour faire 14 heures d'accompagnement en mission locale ou 680 € pour être apprenti avec les transports, le patron, 35 heures de travail, eh bien, vous allez choisir le contrat d'engagement. Donc, il va y avoir un effet d'éviction sur l'apprentissage. C'est inacceptable parce que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence et d'insertion. Et ça donne un métier au bout. Donc, je crois qu'il faut arrêter la démagogie, surtout que ce contrat d'engagement qui rentre en vigueur le 31 mars, à 10 jours de l'élection, je laisse les maires qui sont dans cette salle seuls juges de savoir si une élection municipale serait validée si on mettait en place une aide communale de 500 € pour les jeunes à 15 jours de l'élection. Alors oui, évidemment, pour l'orientation régionale confiée aux régions et au milieu économique, oui à l'apprentissage défiscalisé pour toutes les entreprises, déchargé de charges patronales pour toutes les entreprises de moins de 10 salariés, et oui à ce très beau projet de l'emploi des seniors. Moi, vous savez que je suis pour qu'on mette fin à tous les cumuls qui rendent plus difficile le cumul emploi-retraite, parce que je pense qu'il y a beaucoup de retraités qui aujourd'hui, dans une logique de pouvoir d'achat, ont envie de continuer et qu'il y a plein de barrières administratives qui les en empêchent. Mais je suis aussi pour qu'on réfléchisse à la question de la deuxième carrière. Et ça, c'est vraiment crucial, pour les hommes comme pour les femmes. Et je suis favorable à ce qu'on ait ce rendez-vous professionnel à 50 ans. Je trouve que c'est une très belle idée. Et puis qu'on essaye de voir aussi si on ne peut pas faire des contrats emploi-formation pour que les salariés en deuxième carrière qui coûtent plus cher, ils puissent être formateurs aussi. Et donc coûter moins cher à leur entreprise et être pris en charge par des centres de formation. Parce que je crois que la formation, il faut y mettre des socioprofessionnels aussi dedans. Donc il y a plein de sujets sur lesquels je pense qu'on se retrouve, mais où je peux encore enrichir mon programme de vos mesures sociales. Merci à toutes.